Rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose maintenant de parler santé. J'ai la chance d'avoir 4 invités exceptionnels, je vous les présenterai dans quelques instants. On va voir comment appréhender les grands enjeux de santé de demain. Et pour ça, je retrouve ma fiche, pardon. Et pour ça, je demande à Nadège Nief, Géraldine Leduc, Nolwenn Lerin et Antoine Bloch de me rejoindre. Vous êtes déjà là, c'est super bien fait. Merci beaucoup. Je vous laisse vous installer. Et le bleu, c'est le mien. Le bleu, c'est le mien. Je suis désolé. Oui, il est sympa, ouais. Je le garde. Merci beaucoup. On va parler santé avec vous pendant une demi-heure. La crise sanitaire de la Covid-19 a rappelé à tous qu'une pandémie pouvait faire des millions de victimes et presque arrêter le monde de tourner. On avait presque oublié, les ravages du sida. La grippe espagnole avait déjà un siècle et trouvé sa place, comme la grande peste, dans nos livres d'histoire. La crise sanitaire a donc eu la vertu, s'il en fallait une, de redonner une place à la santé. Alors, est-ce que c'est une place centrale ? On en parlera peut-être. J'ai les dernières estimations sous les yeux de l'OCDE sur les dépenses moyennes de santé par rapport au PIB. On est passé de 8,8 avant la pandémie à 9,2. Ça, c'est la moyenne OCDE. Et puis en France, la dépense courante de santé, c'est quand même 313,6 milliards d'euros, soit 4 600 euros par habitant ou 11,9% du PIB. Ça fait beaucoup de chiffres. J'en ai encore quelques-uns. Aux États-Unis, la dépense courante de santé, c'est 18,2% du PIB, donc 6 points de plus que chez nous. C'est 12,6 en Allemagne et 11,3 aux États-Unis. Le risque de pandémie n'est pas la seule épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Conditions environnementales, je vais un peu vous flinguer la journée là. Conditions environnementales, tabagisme, alcoolisme, sédentarité, obésité sont à l'origine de nombreuses maladies chroniques. Et je pourrais ajouter aussi le vieillissement de la population, je l'ajoute d'ailleurs, qui est aussi un enjeu, un sujet qui bouleverse déjà et va bouleverser notre rapport à la santé, l'accès aux soins. Face à ces maux, à UX, à ces enjeux, des innovations apportent de nouvelles solutions, modifient la façon de concevoir et d'administrer les médicaments, les soins, redéfinissent la relation patient avec les patients, ouvre de nouvelles voies pleines de promesses. Je pense à la miniaturisation, à l'IA, au quantique aussi. Ces innovations qui bouleversent et vont bouleverser notre façon de penser la santé. Pour aborder ces enjeux, un panel exceptionnel est avec moi ce matin et je suis ravi de vous avoir là. Je commence par Nadège. Bonjour Nadège. Alors, j'ai des fiches, je n'ai pas appris par cœur. Vous avez passé 10 ans dans l'industrie pharmaceutique et aujourd'hui, vous ne travaillez pas en face, mais quasiment, puisque vous bossez au CEA Leti et vous êtes directrice adjointe du pôle santé. Géraldine Leduc, alors vous êtes docteur en génie biomédical. Et malgré ce titre, vous avez eu le temps de fonder une start-up. Vous êtes la dirigeante de cette start-up qui s'appelle NH TheraGeeks et qui est une société qui développe des nanomédicaments innovants pour améliorer le traitement du cancer par radiothérapie. Et vous êtes en phase 2 aujourd'hui. S'il y a des jeunes, vous leur expliquerez peut-être ce que ça veut dire aujourd'hui d'être en phase 2 du développement. Nolwenn Lerin, vous êtes experte en médicaments orphelins et des marchés de niche, et vous êtes aujourd'hui directrice générale d'Orphalan, qui a pour objectif d'identifier, de développer et de donner accès à des traitements innovants aux patients atteints de maladies rares. C'est tout bon ? C'est tout bon. Et puis je termine avec vous, Antoine. Antoine Bloch, vous êtes depuis 2018 le directeur général de bioMérieux France, que je ne présente pas. J'ai beaucoup parlé, maintenant ça va être à vous. Peut-être Nadège, je commence avec vous. Face aux enjeux que j'ai rapidement présentés, j'en ai sans doute oublié en introduction. Il y a un élément qui me semble important, c'est le collectif. Alors déjà parce que vous êtes tous là aujourd'hui. Et puis pour faire émerger des ruptures technologiques en santé, on doit avoir une approche pluridisciplinaire. Vous me l'expliquiez il y a 2 minutes. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce que vous mentionnez en introduction, c'est une révolution peut-être de la santé qui devient de plus en plus globale
C'est-à-dire qu'initialement on était sur une santé qui était très, très centrée sur la santé humaine et qui évolue depuis les années 2000, notamment avec cette intégration du concept One Health, une santé globale, où la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale sont extrêmement connectées. On l'a vu avec la crise du Covid notamment. Quelques chiffres peut-être. Aujourd'hui, il y a 60% des maladies infectieuses humaines qui ont une origine animale. On voit aussi qu'il y a énormément de pathologies qui sont de plus en plus présentes. Je pense aux allergies, notamment au pollen, qui sont, comme on le sait, liées aussi au réchauffement climatique. Donc en fait, cette santé, elle évolue, elle devient plus globale et elle devient en effet interdisciplinaire avec donc des gens de l'humain qui discutent avec des vétérinaires, avec des personnes donc de l'environnement. Et derrière, cette santé, elle devient aussi beaucoup plus technologique parce qu'il y a une évolution du soin. Plus personnalisé, plus préventif, plus prédictif, qui doit apporter des preuves et avec un parcours de soins qui doit être optimisé. Et derrière, tout ça, c'est sous-tendu par des technologies, par des ruptures technologiques qui permettent aux patients, aux praticiens, donc d'être mieux soignés de manière personnalisée sur le long terme. Je retiens, après si c'est un dialogue entre vous, vous y allez, vous avez utilisé le mot interdisciplinarité. À côté de vous, vous avez Géraldine, j'allais dire l'exemple, vous êtes chercheuse et puis vous avez décidé de monter votre boîte, votre start-up, et puis d'autres laissent la direction à des spécialistes, à des entrepreneurs. Vous avez décidé de garder les deux casquettes. C'est, j'imagine, pas simple, mais ça apporte beaucoup. Oui, alors, bon, j'ai une petite précision. J'ai été directrice générale après avoir créé la société pendant 8 ans. Et maintenant, je viens de laisser la place à un nouveau directeur général et je reprends une place de directrice de recherche au sein de la société. Donc voilà, on a accueilli un nouveau directeur général il n'y a pas longtemps et bon, voilà, c'est officiel et c'est important que je le dise. Donc effectivement, moi j'ai un parcours entrepreneurial chercheur deep tech qui décide à un moment donné de partir avec une invention que j'ai co-inventée avec d'autres. Je n'étais pas seule. La recherche, on la fait rarement seule. Et donc je décide de devenir le CEO d'une société pour que ce que je pense être un médicament candidat puisse servir aux patients, voir le jour et qu'on puisse évoluer, ce qui n'est pas capable en fait, ce qui n'est pas possible dans la recherche académique, notamment par manque de moyens et aussi parce que c'est pas la mission des chercheurs. Donc en fait la transversalité est importante parce qu'effectivement quand on est chercheur et qu'on devient entrepreneur et qu'on décide d'être le dirigeant de sa propre entreprise, c'est une métamorphose, on doit se transformer, on doit apprendre énormément de choses. Par exemple, une des difficultés, c'est que ce qui fait avancer le chercheur, c'est le doute. Et quand on est dirigeant, on doit par contre convaincre. Donc on doit quand même être assez assertif. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça sur les valeurs qu'il faut apprendre à changer. Et puis ensuite, il y a toutes les compétences, s'entourer du juridique, le financier, etc. Alors que quand on est chercheur, on est vraiment centré sur ces manips. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas perdre la dimension de la recherche, notamment en deep tech, notamment en start-up, et que parfois, peut-être, et notamment en France, pour des raisons un petit peu de financiarisation des start-up, on a tendance à un moment donné à oublier d'où on vient et à perdre la façon dont le projet est incarné. Et en deep tech, c'est très très important, parce qu'on n'est pas sur des inventions qui sont simples, on est sur des choses complexes. À propos de choses complexes, Nolwenn, vous êtes focus sur les maladies rares. Alors l'IA et le quantique, j'en parlais en introduction, vous aident peut-être déjà. Alors le quantique peut-être pas, mais l'IA vous aideront demain. Mais ce que vous faites aujourd'hui pour les maladies rares, ça aura un impact sur tout ce que j'ai un peu décrit tout à l'heure. C'est ça, finalement, ce que vous faites aujourd'hui va servir des maladies qui demain ou qui déjà aujourd'hui ne sont pas rares. Exactement, tout à fait. Et je pense important de rappeler qu'il y a 7000 maladies rares dans le monde. Aujourd'hui, on a à peu près 300 traitements, donc 300 maladies rares qui sont traitées. Donc 95% des maladies qui ne sont pas traitées. On a peu de data, c'est très compliqué pour les essais cliniques, pour avoir suffisamment de patients, pour prouver que notre médicament est efficace. Et l'IA va être fondamentale parce qu'elle va nous permettre d'aller plus vite. Elle va nous permettre, on a déjà séquencé le génome, etc., etc. On en fait plein de choses avec ça. Ça va nous coûter moins cher.
Et là, je donne un exemple. On est en train de travailler sur... alors, c'est parce que l'intelligence artificielle, on la met un petit peu partout, concrètement. Et là, par exemple, j'ai eu la surprise de découvrir, parce qu'on sait que dans les maladies rares, il y a énormément de patients qui sont perdus de vue, donc qui ne sont pas pris en charge par un centre expert ou un centre de compétences. On a un super système de santé pour ça, pour traquer les maladies rares et apporter un médicament. Et donc, avec une ordonnance qui sort d'une pharmacie, l'intelligence artificielle est capable de dire « Ah, je pense qu'il y a une probabilité de 85% que ce médecin généraliste suit cette patho rare grâce à la prescription. » Donc juste extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut les trouver et les référer à un centre d'expertise. Et on travaille sur autre chose qui est juste que j'ai découvert aussi. Ça va tellement vite. Ça s'appelle un jumeau numérique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable d'aller piocher toutes les datas. Là, en l'occurrence, on travaille sur notre médicament, donc en rapport avec cette classe thérapeutique qu'il y a dans le monde. Tout. Et après, on fait une sorte de modèle. Et le médecin aura une sorte de logiciel. Enfin, il aura un logiciel à dispo. Il va prendre les résultats de son patient, personnalisé, donc prise de sang, ce qu'il recherche, sexe, âge, le statut rénal. Il va rentrer ces datas, il va les plugger dans ce jumeau numérique. Et ce jumeau numérique va lui dire « Ah, la dose du médicament qui est donnée actuellement, elle est trop haute, elle est trop basse, elle est parfaite. » Donc c'est vraiment, ça nous permet, c'est révolutionnaire, c'est de la médecine personnalisée. C'est ce que le mot que j'allais vous souffler, mais c'est ça. Alors du coup, Antoine, on vous passe la parole là-dessus, mais les grands enjeux, l'enjeu, c'est que demain la santé soit 100% personnalisée, c'est ça, ou c'est qu'on soit plus dans le préventif que dans le curatif, ou les deux? Oui, c'est un peu tout ça à la fois. En fait, je pense que l'enjeu, c'est au bon moment, pour la bonne personne, être capable de prendre la bonne décision. Donc c'est cette immédiateté de la décision qui est importante. J'aime beaucoup l'idée d'intelligence artificielle dans le diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est juste de l'information. C'est être capable de donner au médecin le plus rapidement possible accès à l'information pour prendre la bonne décision. L'intelligence artificielle, par exemple, pour moi, elle est là pour libérer la capacité cognitive du clinicien pour se focaliser sur le plus rapidement possible être capable de prescrire le bon traitement. Typiquement, on n'est pas là pour automatiser de la décision. Il reste un clinicien derrière. On est là pour lui enlever toutes les tâches ou répétitives à faible valeur ajoutée ou les tâches qui prendraient beaucoup trop de temps pour prendre cette décision. Donc c'est vraiment cette immédiateté qui est derrière le diagnostic pour une médecine. Alors on en parlait un petit peu off, un côté laser, précisément sortir de l'empirisme de la médecine où sur la base de 3-4 signes cliniques, on est capable de dire je pense que, à être je suis sûr que voilà le bon traitement, le bon antibiotique ou rien du tout si vous n'êtes pas malade. Choisir le bon traitement, c'est une chose, mais est-ce qu'une médecine demain 100% personnalisée, c'est que le médicament qui va m'être prescrit, le pharmacien, il va le faire et ce ne sera pas tout à fait le même que pour vous, parce qu'il y a des antécédents qui sont différents. Est-ce que le médicament, demain, sera personnalisé pour chacun d'entre nous? Je ne sais pas qui... Nous, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que notre médicament, c'est un médicament candidat qui sera, le jour où il sera enregistré... Alors peut-être pour les jeunes, un médicament... Alors un médicament candidat, c'est un médicament qu'on est en train de développer, qui n'est pas encore prescrit à l'hôpital ou en pharmacie. Et donc on procède à des essais cliniques, c'est-à-dire qu'on inclut des patients malades, des patients volontaires dans des essais cliniques et ils testent le médicament. Donc c'est des patients qui sont volontaires et d'accord pour participer à un essai clinique. Et les essais cliniques se décomposent en 3 phases. Phase 1, on va montrer que le médicament n'est pas toxique. Phase 2, on va montrer une première preuve d'efficacité. Et phase 3, c'est l'efficacité comparée qui va permettre d'aller jusqu'à l'enregistrement. Donc nous, on est en fin de phase 2. On se prépare à la phase 3 qui est une énorme marche pour une start-up. Et notre médicament, le but de notre médicament, c'est d'augmenter l'efficacité de la radiothérapie des cancers. Mais en plus, on a la possibilité, avant de le combiner à la radiothérapie, d'évaluer la quantité du médicament qu'on aura injecté au patient et comment cette quantité va répondre ou non à la question. Donc à terme, c'est pas pour tout de suite, mais on espère effectivement que le médecin pourra, à partir d'une image IRM ou d'un scanner, faire un second diagnostic en disant là, sur cette pathologie, il faut que j'en injecte plus avant la radiothérapie. Donc effectivement, la médecine personnalisée, même si c'est quand même difficile à mettre en œuvre parce que ça va, je pense, beaucoup dépendre aussi de la pratique médicale. C'est pas que d'enregistrer le médicament, c'est d'avoir derrière la culture des médecins. C'est un objectif qui sous-tend notre projet.
Allez-y, discutez, on est là pour ça. De Oui, toute non, façon. mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je rajoute une petite chose, c'est personnalisé dans le sens où on arrive, enfin, la recherche avance, on connaît de plus en plus de choses. Bon, ça prend du temps, hein, mais pour certains médicaments, ils vont aller trouver, par exemple, je pense à un anticorps monoclonal conjugué sur lequel j'ai travaillé. Les chimios, ça détruit toutes les cellules. Ok. Mais maintenant, aujourd'hui, on est capable, et grâce à la tech et grâce aux avancées qu'on a fait, on est capable d'aller cibler précisément la cellule cancéreuse qui a ce cancer-là. Donc c'est vraiment des niches de patients, c'est ultra ciblé et le reste sain, mais la cellule cancéreuse est détruite. Donc on va dans ce sens-là. Juste une notion que je voudrais introduire, c'est qu'en fait, en France, on le voit, on a des chercheurs et des entrepreneurs d'excellence. Au-delà de choisir le bon traitement, le donner au bon patient, il y a cette notion d'accès aux médicaments et de disponibilité des médicaments. Donc je pense mentionner aussi que la santé de demain doit être un petit peu souveraine, c'est-à-dire que les médecins, les patients doivent pouvoir avoir accès à ces médicaments à des prix abordables. Donc on entend beaucoup parler de rupture de stock de certains médicaments. Donc il y a cette urgence à garder nos talents, à soutenir nos sociétés et aussi à avoir une production peut-être plus locale, plus accessible pour que ces biothérapies ciblées qui coûtent très cher soient aussi accessibles au plus grand nombre. Oui, alors je me permets un point parce qu'on parle du coût du traitement. Mais il y a aussi l'économie du non-traitement qui est importante. C'est-à-dire, ce que je disais dans la précision du diagnostic, il y a aussi, on peut faire l'économie d'énormément de traitements chers. On peut faire l'économie d'énormément de coûts annexes de nos systèmes de santé. Donc oui, on va donner plus accès à une médecine personnalisée, mais on va aussi s'épargner énormément de dépenses. On voit les maladies nosocomiales, les contaminations en hôpital. Le mieux pour vous, d'un point de vue de santé, c'est de ne pas aller à l'hôpital. Donc être sûr qu'aux urgences, on est capable de vous dire « rentrez chez vous ». Être sûr de vous dire non, vous devez aller dans une chambre isolée parce que vous avez une maladie contagieuse. Donc ça, c'est aussi la combinaison de ces deux choses. Donner accès évidemment à la médecine la plus précise possible, le cas échéant, mais d'un autre côté, et nous, c'est un de nos chevaux de bataille chez Biomérieux, par exemple, sur l'usage des antibiotiques. Économiser les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est bien. Quand on les utilise trop, c'est dangereux. Je voulais peut-être vous faire rebondir aussi sur Nadège qui a prononcé le mot souveraineté. Il y a des choses qui marchent bien. On entend aussi que ça peut aller plus vite quand on va aux États-Unis. Quand on a préparé cette table ronde, Géraldine disait on va plutôt inscrire un médicament, on dit inscrire, hein, enregistrer un médicament d'abord aux États-Unis parce que ça va plus vite. Il y a je ne sais pas si on parle de trous dans la raquette, il y a besoin de vous aider, des startups, des grands groupes, des gens qui innovent. Oui, alors moi je peux répondre en partie à cette question. Nous en tant que start-up, on développe un médicament candidat. Il est probable qu'en tant que start-up, on aura du mal à continuer le développement en stand-alone, c'est-à-dire à aller jusqu'au bout, comme beaucoup de start-up. Le développement d'un médicament, c'est très très long, c'est 25 ans, plus les brevets, etc. Enfin, il y a toute une logique et une stratégie derrière tout ça. Et pour autant, il faut quand même savoir que 75% des nouveaux médicaments, des médicaments innovants, ne sont pas développés par la Big Pharma, par les grands laboratoires pharmaceutiques. Ils sont développés par des chercheurs qui créent des startups et qui éventuellement vont réussir à faire financer leurs projets, à être achetés par des grands groupes. Donc à l'heure actuelle, en France et en Europe même, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on sent très bien qu'il y a une marche qui est difficile à franchir en termes de financement et puis en termes d'accès au marché. Et malgré tout, les États-Unis restent encore un Eldorado, même si on préférait évidemment s'inscrire dans notre territoire. Nous, on a résisté déjà aux sirènes parisiennes, on est resté à Grenoble. On commence à avoir un bureau à Paris et je pense qu'on va... Enfin, je ne pense pas, j'en suis sûre. On discute avec notre nouveau directeur général. À un moment donné, on part aux États-Unis. On est en train de se préparer à ça. Donc effectivement, il y a une difficulté. Pourtant, avec un enjeu, c'est la thématique, mais un enjeu de garder nos startups et nos talents. Avec pourtant un écosystème sur l'innovation qui a la réputation d'être très très bon en France. Je rebondis sur ce point. Effectivement, alors Orphalan, notre start-up, c'est un bon exemple que c'est possible, parce que Orphalan, c'est français. C'est né d'une collaboration avec la PHP, en l'occurrence l'hôpital Lariboisière, qui a inventé la préparation hospitalière. Et on a lancé aux États-Unis, c'était l'année dernière. Donc c'est long, c'est compliqué.
mais on peut y arriver. Je trouve que c'est un bon exemple pour toutes les startups françaises. Ça vaut le coup de s'accrocher. Ça vaut le coup de s'accrocher. Exactement. Est-ce que les grands groupes regardent les startups, sont prêts à les aider? On parle beaucoup de collaboration là depuis hier. Vous collaborez avec des startups? Oui, je pense que pour nous, les grands groupes, vous savez, il y a R et D. Dans le D, on est très bon dans les grands groupes. On sait intégrer, produire, développer un produit, développer des nouveaux paramètres sur la base d'une technologie existante. Cette innovation, cette créativité qu'il y a derrière le R, nous souvent on va le puiser dans des startups. On a besoin de se nourrir de ce genre de choses de l'extérieur parce que ça reste un peu consanguin quand on le fait nous-mêmes. Donc oui, on est très à l'affût. Une entreprise comme Biomérieux, beaucoup de ses récents succès viennent d'entreprises qu'on a achetées, qui nous ont apporté une innovation que nous, on n'arrivait plus à trouver. Donc on sait développer la recherche, on est très curieux et je pense qu'on parlait de la souveraineté française, elle est aussi là, c'est-à-dire cet écosystème grand groupe, start-up, pour arriver à mettre sur le marché ce genre de produits innovants. Et le CEA, vous créez les startups, mais vous avez aussi des relations avec des grands comptes. Tout à fait, on a un modèle où on favorise au maximum l'innovation avec des indicateurs notamment de transfert industriel et d'impact sur la société, donc notamment dans le domaine de la santé. Avec ce modèle collaboratif où on travaille en direct avec certains grands groupes, notamment dans la santé, et ce modèle où on va pousser nos talents à créer de la start-up, à se lancer, parce que parfois, comme l'indiquait Géraldine, c'est la voie la plus rapide et puis qui convient à tout le monde en fait, en termes de modèle. Et puis il y a une particularité dans les startups, c'est qu'il y a un côté passionné, il y a du sens. C'est pour trouver quelque chose qui va certainement, en tout cas c'est l'idée, révolutionner le quotidien des patients. Et il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, et chez les jeunes aussi. Chez les jeunes, ouais, ils y croient en fait. Dans les grands groupes aussi, je crois, Antoine. Oui, il y a quand même de la passion dans les grands groupes. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a une prise de risque et les gros labos arrivent derrière en se disant ah, effectivement ça fonctionne et puis c'est une collaboration. Je pense qu'il y a, au-delà de la passion, il y a une discussion qu'on avait aussi sur le sens. Et ce qui est important derrière tout ça, qu'on soit un grand groupe, une petite entreprise, une PME, une start-up, c'est le sens. Ce qui va catalyser, que ce soit l'innovation, le développement, c'est le sens. Aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant et qu'on retrouve dans des groupes français formidables, c'est des groupes à valeur, à sens. Et ça, je pense que ce qui est intéressant, c'est de trouver cette alliance, d'arriver, alors je sais qu'il y a des jeunes aussi dans l'audience, à les sensibiliser au sens que l'entreprise peut leur donner. Beaucoup nous rejoignent, non pas pour des questions salariales, mais aussi pour du sens. Être dans la santé, c'est quand même être là pour changer le monde. Donc cette notion de sens est aussi très importante. Ouais, ça doit être sympa de se dire on va changer le monde le matin en se levant. Mais je peux rebondir là-dessus, sur cette notion de sens. Bon, on sait actuellement qu'il y a une désaffection des études scientifiques par les plus jeunes. Et moi, je voudrais dire aux étudiants qui nous écoutent, là je vois des cerveaux assez frais dans l'assistance, qu'en fait, la science, c'est assez ingrat au départ. Mais justement, pour trouver que la science, c'est fun, il faut lui donner du sens. Et le sens, c'est à quoi va servir ce que je fais. Et quand je fais de la physique des particules, ça sert à quelque chose. Ça sert à comprendre le cosmos. Quand j'apprends des équations différentielles, un jour, ça me servira peut-être à fabriquer un médicament. Et je pense que j'invite en fait les jeunes et puis leurs enseignants aussi à toujours faire ces allers-retours entre un enseignement un peu théorique, un peu formaté, et puis à quoi ça va servir plus tard. Et on s'en rend pas compte tout de suite. C'est quelque chose qui prend une certaine maturité. Il faut être capable de prendre du recul, il faut être capable de regarder les projets des autres. Et à un moment donné, on se rend compte que la science, c'est une aventure qui est fun. Et moi, personnellement, je suis heureuse de servir la science. Voilà, c'est un sacerdoce. C'est un super message. Il y a beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui. Dans les grands enjeux, je voulais vous demander si le recrutement, alors on a commencé à évoquer la question, mais si le recrutement, c'était un des grands enjeux de la santé de demain, d'autres entreprises ici me diraient oui, qui ne sont pas dans la santé. Vous, c'est un enjeu, le recrutement dans la santé, ou est-ce que le sens que vous venez d'évoquer fait que c'est peut-être un peu plus facile ? Alors, on va peut-être avoir des positions différentes, mais de par les start-up, en fait, ce qui caractérise la start-up, c'est que justement la personne qu'on recrute vient chercher du sens. Donc, si elle le comprend, si elle l'intègre, elle va adhérer et c'est simple. Le reste devient accessoire, secondaire. Ils participent à une mission. On a un seul objectif dans l'entreprise, et du coup, c'est vrai que ça leur permet d'adhérer tout de suite. Chez Biomérieux France, vous recrutez facilement aussi ? Alors, on recrute différemment qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de marque employeur. On parle vraiment de séduction
des gens pour rejoindre nos entreprises. Donc je pense que ce qui a changé, c'est le parcours de recrutement. On ne convainc plus avec des conditions salariales. On convainc avec les valeurs de l'entreprise. On parle d'environnement, on parle d'inclusion, on parle de diversité, on parle d'équilibre vie pro, vie perso. On parle d'énormément de choses avant de parler du salaire. J'exagère, mais c'est ce parcours où il est important que l'entreprise soit très claire. Hein. On n'est pas là dans du papier glacé à dire voilà le rapport qu'on donne à nos actionnaires. On est là pour dire vous, au quotidien, voilà le sens qu'il y a derrière votre fonction, voilà tout ce qu'on fait autour des valeurs qui vous sont chères dans la sélection de telle ou telle entreprise. Donc ça a changé. Au CEA aussi, le sens s'est mis en avant ? Oui, essentiel. Et on le voit notamment dans le domaine de la santé, où en fait on a des profils très divers qui travaillent notamment au CEA Leti. Et on voit de plus en plus d'électroniciens, de techniciens qui, parfois en quête de sens, veulent travailler sur des projets santé. Alors on le voit beaucoup avec la santé, avec l'environnement. Et c'est pas tant, en effet, comme l'indiquait Antoine, les conditions salariales, c'est quel impact je vais avoir et comment je m'y retrouve avec mes valeurs. Donc oui, c'est très clair. Moi, je dirais qu'aussi, si je regarde l'équipe de salariés de la société NHTRA Geeks, il y a aussi, c'est des profils très experts qui viennent effectivement parce qu'ils souhaitent que leur travail ait un sens. Et tout ça, c'est aussi modulé par un goût fort du risque et de l'aventure. C'est-à-dire qu'en start-up, on sait que ça peut passer ou casser, mais il y a cette volonté un peu de relever des challenges scientifiques et techniques et de les contourner. Et ça, c'est une constante au sein de tous les salariés de l'équipe, je dirais. Et même des salariés qui ne sont pas forcément des salariés techniques, même notre assistante de direction, elle veut que ça marche. Voilà. Donc on a cette espèce de but commun qui est de relever un défi. On sait qu'il y a du risque, on sait qu'il y a une aventure, et on sait très bien que de toute façon, ça va marcher, mais si ça ne marche pas, on aura autre chose à faire. Il y a toujours cet optimisme en fait permanent en start-up, je pense. On a dévié, non, on a discuté, donc c'était super intéressant. On a parlé recrutement et talent. J'avais quand même la question du financement, quand je parlais tout à l'heure des États-Unis. Pareil, en discutant tout à l'heure, je ne sais plus qui d'entre vous m'a dit aux États-Unis, il y a de l'argent en 3 minutes. L'argent, il y en a assez en France ou en Europe pour aborder ces grands enjeux qu'on évoque depuis une demi-heure. En fait, en biotech, alors c'est un écosystème un petit peu particulier où c'est vrai que le chiffre d'affaires est très loin et paradoxalement, on consomme beaucoup de cash. Donc on est sur un modèle économique en biotech qui est quand même très particulier. Et c'est vrai qu'à un moment donné, et notamment sur les phases tardives de développement du médicament, on a besoin de beaucoup de cash. Et l'écosystème européen est un peu sous tension, avec beaucoup de projets qui vont arriver sur la table des investisseurs très exigeants, qui vont pouvoir faire le tri, qui sont très peu accessibles. On a très peu de temps pour convaincre un investisseur. L'histoire du pitch elevator, c'est vraiment vrai. Et donc, on est quand même obligé à un moment donné de se tourner vers le pitch elevator. Pitch elevator, la définition du pitch elevator, c'est vous prenez l'ascenseur, vous rencontrez quelqu'un et vous devez le convaincre du projet de votre société. Donc, c'est un petit exercice qu'on peut faire en prenant l'ascenseur. Voilà. Vous avez 10 secondes pour expliquer votre projet d'entreprise. Donc, on a tous fait ça quand on était CEO au début. Et c'est un petit peu comme ça que ça se passe avec les investisseurs. C'est un système sous tension. Eux sont des gens débordés. Ils reçoivent énormément de projets. Et nous, on a besoin d'argent assez vite. Voilà. Et en Europe, l'écosystème est un petit peu faible. On manque un peu d'argent, on manque de liquidité. Et donc, on est quand même obligé de se tourner vers des investisseurs américains, vers des investisseurs chinois, vers l'Asie. Et c'est toujours une grosse marche. Et pour les biotech, ça arrive quand même... il y a ce passage entre la fin de phase 1 ou la fin de phase 2 où effectivement on commence à avoir besoin de sommes très importantes. Les grands groupes, je vous regarde, vous pouvez financer ça ou alors, il faut les pouvoirs publics qui aident ? Non, il faut les pouvoirs publics. Aujourd'hui, la grande inquiétude, c'est que les industriels se détournent de certains marchés parce qu'il n'y a pas de financement. On a des mécanismes de remboursement, il y a beaucoup de choses qui sont en place, mais il faut absolument qu'on ait des véhicules pour financer l'innovation et pour lui donner un accès rapide au marché. Parce que sinon, plein de petites startups vont s'essouffler parce que le temps d'avoir accès au marché, il n'y a plus de cash. Donc ça, c'est important d'avoir ces véhicules de remboursement pour favoriser l'accès au marché de l'innovation. Sur les maladies rares, je schématise, mais quand on parle de cancer, il y a beaucoup de monde. Les maladies rares, un investisseur, il dit, puisque c'est rare, il n'y a pas un gros marché. C'est plus dur pour vous de vous financer ? Je pense, oui, c'est que c'est extrêmement compliqué. Et voilà, il faut prouver que derrière, il y a un business model qui se tient, que ça va être rentable.
Combien de patients vous allez devoir recruter pour avoir tant. Donc c'est compliqué, ça reste compliqué, ça prend du temps, mais ça peut fonctionner. En l'occurrence, pour Orphala, on a réussi à avoir les fonds dont on avait besoin pour démarrer. Donc il ne faut jamais lâcher, toujours y croire. Ouais. Et là, vous leur dites justement ce qu'on fait aujourd'hui pourra servir demain des maladies beaucoup plus répandues. C'est un peu ce que vous vendez dans l'ascenseur. Exactement, non, mais c'est vrai en plus, de la science, de ce qu'on découvre avec les maladies rares et les nouveaux médicaments qu'on met grâce à nos études cliniques, ça permet de faire évoluer la science globalement sur des maladies beaucoup plus diverses. Donc c'est la petite porte d'entrée, mais qui amène sur beaucoup de belles choses ensuite. Merci. 35 secondes. Qu'est-ce que vous avez retenu là de la demi-heure qu'on vient de passer ensemble en 2 mots vous avez appris quoi les uns des autres là? Ça, c'est la question la plus difficile. Moi, je dirais que ce que je retiens d'une table ronde comme celle-ci, c'est que quand même, ce qui nous fait avancer, c'est la passion de notre métier. Et que, bien entendu, on est quand même aussi le nez dans le guidon et qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qui se passe ailleurs. Donc, un écosystème Mérieux, c'est pas du tout la même chose qu'un écosystème start-up ou que le CEA. Et donc, voilà, de ce genre de table ronde naît quand même une richesse d'échange qui est intéressante pour nous, puis j'espère pour le public. Nadège? Alors moi, le mot qui me vient, c'est l'humain. En fait, on a beau parler de technologie, d'évolution, de tout ça, au final, j'ai l'impression que c'est l'humain qui drive, c'est l'envie. Et moi, je suis très enthousiaste et très rassurée de voir qu'il y a de la passion et qu'au final, c'est l'homme qui porte. L'humain au centre, que ce soit le patient, que ce soit la collaboration qui est ultra poussée. Et on arrive, c'est le collectif qui fait bouger les choses. Et c'est vrai que dans la santé, pour moi, c'est le but ultime. Et il faut qu'on garde ça en tête et qu'on travaille tous ensemble. Et ça commence avec les étudiants et bien sûr la tech et tous les gens qui sont présents. Donc, merci super. Antoine. C'est la richesse de cet écosystème santé. C'est formidable de voir la passion, le sens qui nous anime. Et ça, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, on le sent beaucoup en France, ici aussi. Donc, c'est cette richesse de cet écosystème. Merci beaucoup. Moi, c'est Sens, sans doute, pour demain. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Très intéressant.